Et salut à tous. Si toi aussi t'es fan de modèles old school et de gros mégapixels, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui on s'attaque au nouveau-né de chez Fuji, le X100 Mark VI, ça va être une dinguerie. C'est parti. Alors déjà on va parler capteur. On arrive sur un modèle très performant, le X-Trans CMOS 5HR rétroéclairé de 40,2 mégapixels. Là ça commence à causer, en termes de mégapixels ça cause même fort. On peut commencer à recropper fort dedans, on peut commencer à faire des tirages très intéressants. Le fait qu'il soit rétroéclairé va compenser l'énorme quantité de mégapixels par rapport à un capteur APS-C. Ça compensera certainement pas tout, mais on commence à avoir une réflexion intéressante sur le fait de la gestion de ce petit capteur, en même temps qui est une signature de chez Fuji, donc qui est extrêmement bien maîtrisé par la marque. On arrive aussi avec un processeur, le X-Processor 5, qui est déjà présent sur d'autres modèles de la marque et qui fonctionne extrêmement bien. Déjà ça nous fait un petit boîtier compact avec quand même des specs hyper performante, et ça c'est très bon, et encore j'ai pas tout raconté. On passe sur une innovation parce que le modèle précédent n'en était pas doté. On parle d'une stabilisation de capteur, un IBIS 5 axes, et ça devient petit à petit une norme sur l'intégralité des boîtiers, et c'est encore plus malin de l'avoir intégré de par le fait que c'est un APS-C avec beaucoup de mégapixels, donc ils ont rétroéclairé le capteur pour avoir justement une meilleure performance en basse lumière, et en plus un IBIS qui nous permet de baisser un peu plus notre vitesse d'obturation et donc d'être plus lumineux. Franchement c'est bien joué. C'est très cool et ça fait plaisir de la voir de plus en plus sur tous les boîtiers parce que c'est game changer autant en photo qu'en vidéo. Ils ont aussi mis apparemment un excellent autofocus. Tous ceux qui l'ont vu passer, a priori, s'évertuent à dire que c'est un excellent autofocus qui marche très bien, qui est boosté à l'IA avec tout un panel de reconnaissance. Il détecte les voitures, il détecte les oiseaux, il détecte les insectes, la plupart des animaux, les deux roues, les drones. C'est une dinguerie et a priori ça marche vraiment bien. Ça c'est une très bonne chose que toutes les marques commencent à retravailler leur autofocus. Parce que jusqu'à là il y avait 2-3 marques vraiment qui sortaient du lot et là toutes les marques s'y sont mis et vraiment avoir un autofocus performant, c'est un gain de temps non négligeable et franchement ça change tellement les choses en photo comme en vidéo. Maintenant on va parler objectif. On est sur un 23 mm, donc un équivalent à peu près 35 mm sur full frame, qui ouvre à f2 avec une distance minimum de mise au point de 10 cm. À peu près ça quoi. Peut-être un peu plus. Franchement ça cause fort. Moi c'est à peu près les mêmes specs que mon Sigma, sauf que mon Sigma ouvre à un 4 et c'est mon objectif préféré de tous les jours. Honnêtement mon 35 je le surkiffe et là on arrive sur quelque chose d'assez similaire, plus compact, donc ça peut être une excellente chose. J'ai franchement un peu hâte de pouvoir mettre la main sur ce boîtier, ne serait-ce qu'une heure pour voir ce que ça peut faire parce qu'il a l'air quand même très bon. Là on arrive sur pour moi deux choses qui sont très handicapantes. On arrive sur un écran simplement flippable, donc on le sort et a priori on le flippe simplement. C'est pas une rotule complète où on peut le retourner dans tous les sens. Ça je trouve c'est un peu dommage. La dernière fois que j'ai vu ça sur un boîtier que j'ai utilisé, c'était sur l'A7S2 et c'est pas incroyable. Alors oui par contre le boîtier est plus solide, il y a moins de points de faiblesse et là dans l'intégration du X106 c'est impeccable, je veux dire c'est très propre, esthétiquement c'est très joli, mais étant donné qu'on a un IBIS qu'on peut filmer à la main donc qu'on peut vlogger, je trouve ça dommage qu'on puisse pas retourner l'écran. Après c'est un goût personnel, si on pouvait retourner l'écran forcément il y aurait une grosse rotule, esthétiquement ça serait un peu moins joli, mais pour moi l'aspect pratique d'un écran qui peut s'orienter dans tous les sens c'est quand même non négligeable. Ensuite deuxième gros défaut, c'est sa batterie, ils ont gardé des anciennes batteries, les NPW126S, et du coup c'est des toutes petites batteries, on peut faire entre 310 et 450 photos avec, c'est pas ouf, donc quand on va partir sur des grosses sessions il va falloir en apporter des pleines valises, et du coup ça tue un peu ce côté run and gun, je trouve ça un peu dommage. Mais encore une fois, pour tout rentrer dans un petit boîtier, pour qu'il reste compact, etc., des moments faut faire des concessions, je le comprends, mais je trouve ça un peu chiant en vrai. En termes de connectique, alors on a un slot SD, basique, on a un slot USB-C, et ça c'est cool, un petit port USB-C, on arrive sur une norme, tout le monde passe à l'USB-C, enfin on a une seule connectique pour tout, même Apple s'y met, merci, parce que ça vraiment c'est chiant. On a un port pour une télécommande et on a un port HDMI, mais c'est un micro, c'est de la merde. Encore une fois, j'imagine que c'est pour le souci de compacité, mais le micro HDMI c'est chiant de fou. Et je sais de quoi je parle, je suis chez Canon. Donc les mini, les micros, c'est un peu de la merde en vrai. Essayez de nous mettre des vrais gros ports HDMI. C'est pas parce qu'on a un petit boîtier run and gun qu'on peut pas le mettre sur trépied et avoir envie d'avoir un plus gros moniteur avec des vrais connectiques qui s'arrachent pas au bout de 3 utilisations. Voilà. Autre chose qui est
pour moi hyper cool. Ils ont mis uniquement en photo, pas en vidéo, un filtre ND intégré de 4 stops. Et ça c'est cool. Là on en parlait juste avant sur les batteries, pour le côté run and gun, et le côté on n'a pas besoin d'emmener des tonnes de choses, le fait d'avoir l'ND intégré dedans, et ben on part avec son boîtier et c'est tout. Et ça c'est cool. Ça franchement c'est vraiment une bonne chose et ça fait vraiment plaisir. On va parler aussi Rafale. Alors la Rafale est un petit peu moins performante que son prédécesseur parce que il y a une Rafale à 13 images par seconde, ce qui n'est pas incroyable, mais pour ce genre de boîtier, je pense que c'est très largement suffisant, mais très vite limité par le nombre de photos qu'on peut faire avec la Rafale maximum. A priori, elle serait un petit peu moins performante que son prédécesseur, mais en vue des shoots à laquelle sont destinés cet appareil-là, je pense que ça sera très largement suffisant, mais pour tous les énervés de la Rafale qui l'utilisent très fréquemment, sachez que ça sera un petit peu moins performant. Alors avant d'attaquer les specs vidéo, je vais juste finir avec un aspect qui est important chez Fuji, c'est les filtres qui vont justement donner ce côté old school avec un peu de grain qui va simuler certaines pellicules de l'époque. Il y en a un petit peu plus, il y en a une vingtaine, je crois qu'ils ont rajouté 4 ou 5 types différents, et ça pour beaucoup de gens c'est cool, c'est pas quelque chose que moi j'utiliserai beaucoup, mais pour shooter en JPEG et garder uniquement le shoot et pas avoir besoin de le post-traiter et garder un petit peu ce grain d'antan, je trouve que c'est une bonne chose. Moi je pense que si je partais sur ce boîtier, je l'utiliserais de temps en temps plus pour stimuler le côté créatif et essayer de repartir sur quelque chose comme à l'époque où on se concentre sur le shoot et pas sur... Bon ouais, ça je le rattraperai en post-traitement. Je pense que pour le côté créatif et tout, ça peut être une excellente idée. On shoot et on les poste tels quels, et du coup ça oblige à se concentrer sur la composition, sur la gestion du modèle, etc. Et je pense que ça peut être une excellente chose. Bon, on s'attaque à ce qui m'intéresse le plus, on va pas se le cacher, le côté vidéo. Et ben franchement, le côté vidéo c'est pas dégueu. On a du 6,2K en 30 images par seconde, 25 en PAL, avec un suivi d'autofocus en 4:2 10 bits. C'est pas mal en vrai, ça cause, c'est plutôt cool. Après, il n'y a pas de slow-mo sur le 6.2, mais par contre, il y a du 4K 50 ou 60, ça dépend selon dans quel format vous filmez. Mais du coup, on commence à avoir du 4K avec un peu de slow-mo sur un boîtier compact, stabilisé, en 4:2 10 bits. Ça fait plaisir en vrai. Là, on commence à avoir un boîtier petit, compact, plutôt très performant, avec un look un peu cool et tout. Franchement, ce boîtier, il me plaît bien. Moi, ce qui me dérange, parce que je suis très vite passé au full frame, c'est le côté APS-C. Franchement, j'ai quand même bien envie d'y mettre la main dessus et de pouvoir l'avoir une petite semaine pour le tester parce que le boîtier a l'air vraiment cool. Allez, on va finir sur le form factor et sur le design. Le form factor est plus ou moins le même. Il est légèrement plus lourd et un tout petit peu plus gros que son prédécesseur. On peut le retrouver en noir et en gris. Moi, je le trouve cool. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Si je devais le choisir, je le prendrais peut-être en gris. Ça me changerait un peu des boîtiers noirs. Et surtout, le prix pour tout ce qu'il embarque en termes de tech, je trouve ça très abordable, il est à 1800 €, 1799 exactement. Je trouve pour tout ce qu'il embarque, le côté compact et tout, la qualité d'image qui va sortir, le nombre de mégapixels, enfin tout ce qu'on vient de citer juste avant, je trouve que c'est pas si cher. Ça fait de l'argent, on est d'accord, 1800 balles c'est quand même pas cadeau, mais on arrive sur quelque chose de très performant avec plein de mégapixels et surtout un design très propre à la marque, très proche du old school et peu encombrant. Moi franchement, il me hype bien. Jusqu'à ce que je commence à lancer ces vidéos où justement je vous présente du Fuji, où je vous présente du Nikon et tout. J'étais très resté Canon, Sony, et là petit à petit le fait de vous faire ces vidéos où on découvre d'autres matos, ça me donne vraiment envie d'aller explorer d'autres marques, d'aller tester d'autres produits et d'aller mettre la main dessus. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire pour récupérer du matos et vous faire des tests dans la rue, ça peut être vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce boîtier vous hype, si vous avez peut-être d'autres infos que j'ai pas vu passer, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça peut être un produit qui vous intéresse ou pas du tout. Et en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.